Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs, bien sûr, de cet événement. Et puis, je vous remercie toutes et tous de venir un jeudi soir. Il y a certainement quelque chose de très intéressant et d'absolument indispensable à la télévision ce soir. Mais je vous remercie et je vous félicite d'être ici, non pas pour entendre la conclusion ou les conclusions sur un conflit qui n'est de loin pas conclu. Donc, vous excuserez s'il y a des imprécisions, des inexactitudes, voire même des erreurs. Je dirais c'est ce que Clausewitz a appelé le brouillard de guerre. Donc il faut être conscient qu'on est dans une intense guerre de l'information qui se superpose à ce conflit qui a lieu véritablement dans le terrain. Il y a plusieurs couches. Et je pense, ce qui est le plus intéressant ici, ce sera l'aspect de la discussion. Donc n'hésitez pas, si je ne vous vois pas, agiter les mains de manière à ce qu'on puisse aborder les questions tout de suite. Ce n'est pas l'idée de faire un long monologue et puis ensuite d'avoir 15 minutes à la fin de questions-réponses. S'il y a des questions qui sont pertinentes, alors abordons-les tout de suite. Je pense que c'est la meilleure des manières de répondre à vos attentes et à vos interrogations sur ce conflit. J'aimerais peut-être, pour lancer la discussion sur ce conflit, vous montrer deux images qui, moi, m'ont marqué, sidéré, mais on a été tous marqués et sidérés par des images, alors certaines absolument horribles et épouvantables, d'autres qui peuvent se rationaliser et se contextualiser. Moi, je ne vais pas faire du spectaculaire ce soir. Je ne suis pas là pour vous montrer du sang, des larmes, ce genre de choses, parce que ce n'est pas mon propos. J'ai été au CICR à une certaine époque, j'ai fait beaucoup de services militaires, j'ai enseigné pendant 20 ans dans des universités dans une dizaine de pays. Mon but, ce n'est pas ici de vous faire larmoyer et de vous dire la guerre, c'est horrible, parce que tout le monde sait depuis la nuit des temps que c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et il faut, en fait, c'est plus facile d'éviter la guerre, de se prémunir contre cela, qu'une fois que l'on est malheureusement confronté à la situation, de devoir se débrouiller avec ce que l'on a, ce qui est un petit peu la situation à laquelle on assiste maintenant. Donc, je vous montre ces deux photos et peut-être qu'il y a des réactions dans la salle sur ces deux photos. Qu'est-ce qu'on voit sur la grande photo? Qu'est-ce qu'on voit sur la petite photo? Oui. Nous avons pu voir un convoi de charge Facility 34 qui sont mobilisés dans la neige, qui peut-être limiter une certaine capacité du pays ou pas à traîner finalement sa logistique correctement. Oui. Et l'autre, je sais pas. Alors, ils ne sont pas immobilisés parce qu'ils sont à court de carburant, hein, ils sont immobilisés parce qu'ils se sont fait plomber, détruire, hein, avec des morts et avec tout ce qui va avec. 4 chars, les deux qui sont devant, ce sont des T-80U. C'est un engin qui, à l'extrême fin de la guerre froide, les années 80, était un engin extrêmement moderne. Imaginez que dans ce char T-80, à l'arrière, la motorisation de ce véhicule, c'est une turbine à gaz, donc c'est un moteur d'avion. Vous avez un réacteur d'avion qui propulse ce char. On a ironisé pendant 20 ans pour parler de ce char, pour surnommer ce char The Flying Tank, parce que c'est un char qui, effectivement, si vous appuyez à fond sur l'accélérateur, il a tellement de puissance par rapport à la masse, c'est environ une quarantaine de tonnes, ce char, il décolle. Il décolle vraiment, je veux dire, c'est assez impressionnant. C'était véritablement le sommet de la technologie, c'est quelque chose qui faisait peur, et quand j'avais votre âge, c'est quelque chose dont on discutait sur les bancs de l'école et à l'université, parce que oui, c'était encore la guerre froide à l'époque, et on parlait de ces révolutions technologiques de l'armée soviétique à l'époque. Eh bien, vous avez deux T-80U, et puis la version améliorée, les deux chars qui sont derrière, qui sont aussi fait plomber, c'est des T-80 BVM, de la 4e division blindée de la garde, qui ont été anéantis près de Soumy. Je vous montrerai sur la carte où ça se trouve, dans une des offensives mécanisées les plus importantes de l'armée russe au cours des 3 dernières semaines. Donc ces 4 chars ont été détruits dans une partie de la campagne militaire russe qui a été plutôt un succès. Encore une fois, je vous montrerai les cartes tout à l'heure dans le détail. Et pourquoi est-ce que je vous montre le contraste entre cette photo
et puis la photo ici en bas à droite, parce que la photo en bas à droite, elle date de 1991. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens comme moi, du putsch qui a en fait précipité la fin de l'Union soviétique. Mikhail Gorbatchev était dans sa résidence d'été, comme par hasard, en Crimée. Et pendant que le leader de l'Union soviétique se trouvait loin, eh bien c'est ce que c'est l'expression, les souris-danses, eh bien il y a eu un putsch militaire qui a été organisé contre lui avec des troupes qui se sont saisies des principaux emplacements, des principaux carrefours de la capitale Moscou. Et ce que vous voyez ici, eh bien c'est un T-80U, excusez-moi du peu, c'est les mêmes. C'est la même unité, c'est le même régiment, à pratiquement, s'il faut dire, 30 ans d'écart. Ce sont exactement les mêmes engins, les mêmes régiments. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes soldats, il y en a peut-être un ou deux qui ont cette expérience d'il y a 30 ans. Mais je trouve que le contraste, il est absolument saisissant dans ce conflit en Ukraine. Et vous verrez, comme ancien historien, je suis obligé de revenir un petit peu sur l'historique qui explique la situation que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a ce conflit? Eh bien, il y a des fondements historiques, il y a des ruptures historiques qui sont assez importantes. Je ne vais pas vous faire tout un palmarès parce que ce n'est pas le but, mais pendant une année, j'ai dirigé un programme de recherche à l'université d'Oxford sur le retour de la défense conventionnelle. C'était l'année 2015, et puis j'avais autour de moi des militaires qui avaient en même temps des doctorats, qui revenaient pour certains, mon chef était un lieutenant-colonel, commandant de bataillon britannique qui revenait d'Afghanistan. Donc il y avait des gens bien dans ce college à Oxford. Et lorsque j'ai présenté mon sujet de recherche, le retour de la défense conventionnelle en Grande-Bretagne en 2015, eh bien, j'aime autant vous dire que les gens, dans le meilleur des cas, ils souriaient, trouvaient ça sympa, trouvaient ça gentil comme sujet, trouvaient ça obsolète. Et puis, je me rappelle, j'ai eu une conférence dans un cadre qui est assez similaire à celui-ci aujourd'hui à l'université de Lausanne. Et puis, à la fin de cette présentation, qui était assez tendue, parce que le peer review en Angleterre, c'est pas à fleuret moucheté, c'était un vrai peer review. Et à la fin, quand on a vraiment démonté le sujet, j'ai dit, écoutez, je comprends qu'on puisse avoir des avis différents sur le retour de la défense conventionnelle, et moi je vous propose, on en reparle à la fin du semestre, on en reparle à la fin de l'année. Et puis 2015, vous savez qu'il s'est passé un certain nombre de choses, y compris en Ukraine, et à la suite des événements en Ukraine, l'armée britannique, qui avait pratiquement décidé dans un document stratégique de renoncer à ces formations blindées en disant c'est complètement has-been, ça coûte trop cher. De toute façon, si on doit envoyer des troupes blindées dans un théâtre d'opération, elles arriveront de toute façon trop tard parce que le seul moyen de les projeter là-bas, c'est par bateau. Donc la guerre sera déjà terminée lorsqu'on aura envoyé ces engins. Et en plus, ça coûte cher. Eh bien, à la fin de cette année universitaire 2015, vous le savez peut-être, la Grande-Bretagne décidait d'envoyer une brigade blindée, complète, s'entraîner en Pologne, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les infrastructures d'entraînement pour ces unités en Grande-Bretagne. Après, je passe le reste. Oui, j'ai une expérience militaire et puis je me permettrai de décorner un petit peu certaines procédures universitaires pour vous parler de mon expérience et des comparaisons que l'on peut faire. Et puis comme j'ai beaucoup travaillé pour des universités anglo-saxonnes, alors je peux effectivement vous donner ce disclaimer. S'il y a des erreurs, ce sont les miennes, je les assume totalement, donc ce n'est ni l'État de Genève, ni le chef de l'armée qui vous parle, c'est juste moi. Et puis s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, il n'y a pas de problème, on en discute. Le but, c'est certainement pas de faire du mal à autrui ou d'encenser ou d'hyperboler la guerre. Et je précise bien sûr qu'aucun animal n'a été blessé durant la préparation de ce PowerPoint. La guerre. Je vous montre ce tableau d'art moderne qui est tiré de la revue The Economist. Alors oui, je sais, c'est trop petit, on n'arrive pas à lire. Mais ce tableau, il vous représente tous les conflits recensés, les conflits armés, recensés entre 1946, qui est la signature de la charte de San Francisco, c'est-à-dire la création des Nations Unies, et puis la situation actuelle. En d'autres termes,
il y a des périodes qui semblent moins actives sur le plan de la polémologie, donc des conflits, mais en réalité, force est de constater que la guerre, c'est une réalité. Guerre froide ou pas guerre froide, c'est une réalité. Simplement, la guerre se transforme. Et les guerres d'aujourd'hui ne ressemblent plus nécessairement tout à fait aux guerres d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans en arrière, pour tout un tas de raisons technologiques, sociologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Durant la période des années 1990, celle qu'on a baptisée les dividendes de la paix, on nous a expliqué qu'à partir du moment où il n'y avait plus de course à l'armement, eh bien, il n'y avait plus de raison d'avoir des conflits, il n'y avait plus de menaces directes. Alors, comme beaucoup de choses en politique ou dans les relations internationales, c'est vrai par certains côtés, mais c'est faux par d'autres côtés. Je prends deux exemples. Premier exemple, civile à l'intérieur d'un État. Et donc, paradoxalement, vous avez cette situation où, pendant les années 1990, vous avez plus de conflits que pendant les années précédentes. Vous avez pratiquement un doublement du nombre de conflits. Oui, ben pourquoi? Parce que vous avez une guerre civile où vous avez un État qui se défend contre des rebelles. Ces rebelles, ils sont soutenus par l'État d'à côté, et l'État d'à côté, il a aussi des rebelles qui sont soutenus par... Voilà. Donc vous avez compris qu'il y a quelque part une myopie du droit international humanitaire, une myopie des conventions de Genève. C'est bien de dire qu'il y a des guerres internationales ou des conflits armés internationaux et d'autres qui sont non internationales, mais il y a toute une série de gradations entre ces deux, et c'est la catégorie en noir que vous avez ici représentée sur ce graphique, c'est-à-dire des conflits qui débutent comme des guerres civiles, mais qui s'étendent régionalement ou internationalement parce qu'il y a toute une série d'acteurs qui ne veulent pas laisser les choses se faire d'une manière ou qui ont des intérêts d'une autre manière. Et donc vous avez beaucoup de guerres civiles qui deviennent aujourd'hui de véritables conflits entre États. Et ça, c'est quelque chose qui est un trend de ces 10 dernières années qui est assez frappant. On pourrait continuer ici à dire beaucoup de choses sur l'évolution du conflit. Encore une fois, j'étudie ce sujet depuis très longtemps. 33% de tous les conflits armés dans le monde aujourd'hui ont plus de 30 ans. Donc, en d'autres termes, c'est très facile de débuter une guerre, de commencer une guerre, mais une fois que vous avez commencé la guerre, c'est très difficile de faire comme si de rien n'était et puis de remettre les jouets à l'intérieur de l'emballage. C'est très difficile et on ne sait pas très bien comment faire. La communauté internationale ne sait pas très bien comment faire. C'est finalement un des trends depuis les années 1970, c'est ces conflits pourris, on parle de protracted conflict, ces conflits qui durent et qui durent, et finalement il n'y a pas véritablement de solution que l'on peut amener pour ces conflits. Il va de soi qu'à partir du moment où les conflits semblent ou ont semblé durant les années 1990 être moins présents, là on a réduit les dépenses militaires, on a aussi réduit les forces, on a réduit la voilure des forces militaires, en particulier en Europe. Donc beaucoup d'États européens ont professionnalisé leurs forces armées et puis ont réduit par un facteur 5, par un facteur 10 le volume de leurs forces parce qu'on a considéré que la défense conventionnelle contingent plutôt professionnel, et donc on a constaté, que ce soit en Suisse ou ailleurs, une réduction très importante des dépenses militaires. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que vous verrez que ça a des conséquences sur l'Ukraine, qui a été, si j'ose dire, encouragée à faire de même, et l'Ukraine a été, je le dis maintenant, je le redirai plus tard, l'Ukraine a été un bon élève du désarmement européen, a été un très bon élève. Je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. En termes de capacité militaire, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un article, je suis très jaloux de son auteur, un article qui a été publié par le CSS, le Center for Strategic Studies de l'École Polytechnique de Zurich,
et cet article s'intitule « Les armées bonsaï ». Et ça, c'est une notion à garder à l'esprit. C'est quoi une armée bonsaï? Quand vous réduisez le budget, vous réduisez la voilure, eh bien, c'est la même chose que quand vous taillez un arbre, l'arbre devient plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Il garde la forme de l'arbre d'origine, donc il garde les missions qu'on lui a confiées à la base, mais malheureusement, sous un arbre bonsaï, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et on est aujourd'hui dans cette situation-là. Donc, je suis triste de devoir vous donner cette nouvelle-là, mais l'armée suisse, aujourd'hui, n'a plus véritablement comme mission la défense nationale en tant que telle. La mission qui lui a été donnée par le Conseil fédéral en 2005, c'est la mission de conserver le noyau de compétences dans les missions de défense. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, à un moment, il faut choisir. Est-ce que vous voulez conserver la compétence de faire quelque chose, la compétence de construire une maison, la compétence, je sais pas, de paysager le terrain qui est juste à l'extérieur ici? Est-ce que vous voulez conserver une compétence ou est-ce que vous voulez maintenir cette capacité avec tout ce que cela implique? Ce que je veux dire par là, et on va le revoir encore et encore, c'est que les forces armées où on a réduit la voilure, ça ne pose pas tellement un problème au niveau des soldats, parce que former un soldat en l'espace de 6 semaines à tirer des armes guidées anti-chars, ça ne pose aucun problème. Les Ukrainiens le font aujourd'hui sur des centaines de milliers de civils qui, au bout de 4 semaines, au bout de 6 semaines, eh c'est eux qui tiennent le front. Ça ne pose pas de problème. Par contre, l'encadrement, les gens qui sont spécialistes, les chefs de bataillon, les officiers logistiques, les spécialistes des communications, ces gens-là, vous ne pouvez pas simplement les improviser en 4 semaines, en 6 semaines, et ce sont ces personnes-là qui vraiment permettent à ces armées de fonctionner, d'avoir de véritables capacités. Ce dessin, cette présentation, elle est trop triste, donc je ne vais pas la commenter, mais enfin vous voyez l'état des forces conventionnelles en Europe, Est et Ouest confondus. Enfin, on a véritablement aujourd'hui un mouchoir de poche, donc on a quelque chose qui est effectivement un noyau, un cœur de compétences. On ne peut pas dire qu'on a de réelles capacités, ni en France, ni en Allemagne, ni ailleurs d'ailleurs. Je prends un exemple, j'aurais pu prendre les Belges, parce que je me suis beaucoup moqué des Belges dans un certain nombre d'articles, donc je ne vais pas accabler la Belgique, mais je vais prendre l'Autriche. L'Autriche, c'est un bataillon de chars avec 3 compagnies, 33 chars de combat, ex-néerlandais, parce que les Néerlandais ont tout liquidé dans les années 2000. Donc vous avez bien compris qu'avec ça, vous pouvez faire des démonstrations à gauche, à droite, mais vous ne pouvez pas appeler ça sérieusement la défense territoriale. J'avance très rapidement. Il y a aussi une autre théorie, je ne vais pas faire dans le conspirationnisme, ce n'est pas tout à fait mon rayon, mais j'aimerais simplement répondre à une question ou à une affirmation qui revient sans arrêt sur les réseaux sociaux, sans arrêt dans un certain nombre de présentations d'experts. C'est cette théorie de l'expansion de l'OTAN en direction de l'Est. Alors, c'est comme toujours, il y a bien sûr une manière de voir cela, et vous pouvez dire factuellement, oui, les frontières de l'OTAN se sont étendues, et elles se sont étendues notamment en direction de l'Est, et effectivement, ça froisse la susceptibilité d'un certain nombre de pays. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais simplement, reconnaissons 2 choses. C'est la charte de l'Atlantique est une charte fondamentalement défensive. Je ne suis pas juriste, mais enfin j'ai lu ce document. C'est fondamentalement quelque chose qui fonde une défense commune et pas une attaque ou une préemption de quoi que ce soit. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous regardez la structure ou l'organisation de l'OTAN, je vous mets au défi de trouver une organisation, un état-major, un staff quelconque, un groupe de travail quelconque qui aurait pour mission de réfléchir à l'expansion de l'OTAN. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, je n'ai rien contre l'idée qu'un certain nombre d'États aient des plans et des intérêts et des vues pour l'OTAN dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. J'espère bien que le gouvernement américain a des ambitions pour l'OTAN. J'espère bien.
mais c'est le gouvernement américain, ce n'est pas le secrétariat général de l'OTAN. C'est peut-être un autre État membre de l'OTAN qui a une vision particulière, et je vous en parlerai de ces visions contradictoires entre les États. Mais de dire que l'OTAN aurait eu une stratégie d'expansion, ça, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est en tout cas discutable. Parlons de l'histoire. Et l'histoire nous renseigne, nous explique peut-être un certain nombre de choses. Commençons avec la guerre froide, avec une industrie ou un complexe militaro-industriel très très important dans l'Union soviétique. Alors, je ne vais pas vous noyer avec des chiffres, mais enfin vous aurez compris que dans les belles années de l'Union soviétique, les années 80 même, on n'est pas en train de parler de 0,7% du PIB de l'Union soviétique dépensé dans la défense. On n'est pas en train de parler de 2% du PIB de l'Union soviétique dépensé dans la défense. Selon les auteurs, selon les époques, on situe cela entre 40 et 60% du PIB. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait la conquête spatiale, et puis il fallait aider les pays africains et les pays asiatiques, frères, travailleurs et autres. Ok, mais à la fin, c'est un investissement considérable qui existait, et cela a des conséquences encore à ce jour. C'est que l'engin de combat qui a été produit ou qui est disponible en plus grand nombre aujourd'hui, c'est un engin qui s'appelle le T-72. On va revoir tout à l'heure dans cette présentation, tout simplement parce que l'Union soviétique, plus un certain nombre de pays satellites, ont produit 25 000 de ces machins. Et donc, je reviens à ma théorie du désarmement européen tout à l'heure. J'ai écrit un article il y a très longtemps quand j'enseignais à Pékin. J'avais une inspiration quand je me suis fait frigorifier dans un wagon-couchette. Il n'y avait pas de bouton pour éteindre, donc j'ai dû travailler toute la nuit dans un wagon-couchette. J'ai eu cette inspiration-là. C'est qu'en réalité, le désarmement européen, eh bien, il a provoqué le conflit dans les Balkans, ou les conflits dans les Balkans, et il a provoqué toutes les insurrections dans les pays nord-africains dans les années 2010-2012, parce que qu'est-ce qu'on a fait en Europe? On s'est simplement débarrassé des stocks, on s'est débarrassé des surplus. Donc faites attention au désarmement, parce que le désarmement, ça met sur le marché énormément d'armements à très bon marché. Et aujourd'hui, ces machins-là, qui étaient le top du top de la technologie des années 1970, aujourd'hui, vous les retrouvez absolument partout dans le monde. Donc, le poids de l'industrie ou du complexe militaro-industriel soviétique est très important. Et bien sûr, la Russie a continué, a maintenu ses capacités de production militaro-industrielle. Et il y a un événement, je vous ai parlé du T-72, vous le voyez ici dans toute sa splendeur. Le T-72 a eu le T-72 a eu une erreur de parcours majeure. Et cette erreur de parcours, et la Russie, l'exportation d'armement de la Russie a eu une erreur 404 majeure, c'est la guerre du Golfe de 1991. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre du Golfe? Eh bien, vous avez une armée irakienne qui était essentiellement équipée avec du matériel de provenance soviétique, chinoise, on ne va pas épiloguer, mais le fer de lance de cette armée irakienne, c'était quelque chose comme 400 chars T-72 qui, à l'époque, étaient considérés comme quelque chose de tout à fait respectable et de tout à fait dangereux pour le matériel occidental. Et puis en face, vous avez le matériel occidental, ici un M1 Abrams. Donc vous avez un engin de 40 tonnes, vous avez un engin qui pèse 60. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé durant cette guerre du Golfe de 1991 ? Puisque nous entrons dans le week-end pascal, je ne peux pas m'empêcher de vous faire la symbolique des œufs de Pâques. Eh bien, vous avez généralement avec les œufs un œuf qui reste entier, c'est celui-là. Et puis vous avez l'autre œuf, généralement il lui arrive des dégâts, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que le petit œuf a plus de dégâts que le grand œuf, alors que les armements sont relativement similaires? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la technologie, mais là vous avez un engin qui, sur le plan de la technologie, quelque part la technologie a été investie dans les mauvais endroits, je vous expliquerai ça tout à l'heure. En termes de protection de blindage, on est très insuffisant
En termes d'optique, d'électronique, on est très insuffisant. Grosso modo, vous pouvez observer jusqu'à 1500 mètres et toucher quelque chose à 1000 mètres. Ici, vous pouvez observer à 3500 mètres et vous pouvez plomber à 2500 mètres sans aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pratiquement le 80% des chars d'origine soviétique utilisés par l'armée irakienne qui se sont fait détruire, démolir, anéantir. Et puis les chars Abrams, il y en a 4 qui ont reçu des projectiles. Aucun n'a été mis hors de combat durant cette guerre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce ratio entre les uns et les autres? Parce que vous aurez compris qu'il y a un problème majeur qui est ensuite rejailli sur la Russie, c'est que vous ne pouvez plus exporter du matériel de guerre d'origine russe parce que plus personne n'en veut. Et même si vous le vendez à des prix bradés, plus personne n'en veut. Il n'y a que des dictateurs qui sont sous embargo qui vont encore acheter et mettre en service ce type de matériel. Plus personne n'en veut. Et ça, c'est la ruine de la Russie. Si vous ne pouvez pas exporter les armements dans lesquels on a tellement investi, eh bien alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, 1991, la guerre du Golfe, c'est un choc énorme pour tout l'outil, tout le système de défense russe. Et cette crise a eu des conséquences. Une de ces conséquences, c'est de dire on n'arrivera plus jamais à vendre des T-72 à l'étranger. Il y a peut-être encore l'Inde qui en a acheté. Pour tout le reste, il faut trouver une solution. Et la solution, ça a été une solution marketing. La solution marketing russe, c'est de dire, à partir de maintenant, ce char T-72, on l'appelle le T-90. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Ça rajeunit, ça rafraîchit. Et puis, à partir de là, eh bien, on fait croire que c'est du matériel plus moderne, du matériel révolutionnaire. On rajoute quelques gadgets dessus, parce qu'on va bien trouver quelqu'un qui fabrique des gadgets. Je vous montrerai les gadgets tout à l'heure. C'est des petites boîtes qu'on rajoute partout autour de ce char. Mais fondamentalement, les engins qui combattent aujourd'hui, quels qu'ils soient, même les engins les plus modernes qui combattent du côté russe aujourd'hui en Ukraine, eh bien, ils sont détruits les uns après les autres. Parce que, grosso modo, vous avez des engins qui ont été fabriqués avec un numéro de série dans les années 70-80, et puis on a rajouté des boîtiers, on a rajouté des blindages, on a rajouté des spoilers à l'avant, etc. Toute analogie avec le parking de l'Université de Lausanne mise de côté, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne roule plus en voiture à Lausanne. Mais enfin, vous avez bien compris qu'on a caché véritablement les déficiences fondamentales de ces matériels, de ces engins. Alors après, je peux vous dire pourquoi les chars T-72 explosent et la moitié du temps, on voit la tourelle qui est retournée sur le côté. Ce n'est pas parce qu'on jouait à faire des crêpes et puis quelque chose s'est mal passé. Il y a des raisons fondamentales, techniques, qui font que ce matériel, vous ne pouvez pas fondamentalement le moderniser. Il faut du neuf. Et je vais vous montrer que la Russie a fait du neuf. Et elle a fait du neuf à partir de 2008 en introduisant, Vladimir Poutine introduit un nouveau ministre de la Défense qui s'appelle M. Serdyukov. Et Serdyukov, c'est un type très intéressant. Et peut-être une idée pour un mémoire ou un autre pour certains étudiants. Serdyukov, c'est le premier ministre de la Défense russe qui n'a pas fait un jour de service militaire. Comme quoi. Serdyukov, c'est qui? C'est quelqu'un qui est le CEO d'une grande chaîne de distribution. Donc le gars, il est à la tête de l'équivalent russe de la Migros. Et alors, je ne critique pas la Migros, j'ai beaucoup de qualités pour la Migros, mais l'équivalent russe de la Migros. Et Serdyukov arrive avec des idées neuves et il dit maintenant on va arrêter avec ces choses très rigides où on a réfléchi comme ça dans les années 70 et puis on va faire comme ça pendant les 30 années subséquentes. On va revoir la copie. Et Serdyukov introduit une série de réformes fondamentales en Russie. Une de ces réformes, c'est la professionnalisation de l'armée russe. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu pendant la guerre froide. Deuxième chose, on va produire du nouveau matériel, mais pas sur les réflexions du pacte de Varsovie des années 60-70. On va moderniser l'outil militaire de la Russie. Et pour terminer, c'est un gars qui arrive avec des objectifs, qui dit, ben voilà,
L'objectif, il est le suivant, et ce que je dis là, c'était public à l'époque, hein, c'est comme Mein Kampf, il suffisait de lire. L'objectif des réformes Sedukov, c'est l'aptitude à la guerre en 2017. Donc il ne faut pas chercher des excuses, on ne savait pas, on a réarmé et on a participé à une course à l'armement, mais en fait on ne voulait pas guerroyer. Non, non. L'objectif était extrêmement clair en 2008. Et à partir de 2008, vous avez une nouvelle guerre froide qui apparaît. Et bien sûr, quand on critique les Américains pour leurs sodas et leurs films, eh bien, on va critiquer les Américains pour empêcher le développement économique de la Russie, parce que vous aurez bien compris que dans les services de renseignement de certains pays, ce genre de réforme militaire, de nouvelles courses à l'armement, ça fait quand même allumer un certain nombre de voyants rouges, écarlates, sur le tableau de bord. Et ça fait donc depuis 2008 que véritablement il y a, oui, un conflit plus ou moins larvé entre les États-Unis et puis un certain nombre de pays et la Russie. L'autre personnage dont j'aimerais vous parler, c'est Gerasimov. Gerasimov, c'est le chef de l'état-major général russe. Et là, je vais vous dire les choses très simplement. Si vous aviez invité un de mes collègues militaires qui a le même grade que moi et avec qui j'ai fait la totalité de mes cours d'état-major général, qui est le colonel EMG Flavien Chalère, j'espère que vous l'inviterez pour qu'il vienne vous expliquer la Russie d'une manière totalement opposée à ce que moi je suis en train de vous dire. On a un numéro très bien rodé, je le respecte, on est amis. D'ailleurs, on a 4 jours de différence, on est né à 4 jours de différence, donc il y a quand même quelque chose là derrière. Donc lui vous dira, Gerasimov, ce gars-là, c'est un génie. Et c'est quelqu'un qui est un super planificateur et qui fait en sorte qu'en Géorgie, on ne les a pas vus arriver, ils ont gagné ce conflit en Géorgie. Et en Crimée, les Russes sont arrivés avec un nouveau type de plan de guerre hybride, quelque chose de tout à fait moderne, et puis tout le monde a été surpris, et puis la guerre a été terminée sans qu'un coup de feu soit tiré. Alors moi, je prends le contre-pied de cette version, que je respecte, j'ai le droit d'avoir une version sensiblement différente, et ma version sensiblement différente, c'est que ce gars-là n'a rien inventé. Ce gars-là n'a rien inventé parce que la guerre hybride, selon la Russie, c'est-à-dire ça, c'est en fait les documents de doctrine de l'armée américaine des années 1990. C'est ce qu'on appelle Effects-Based Operations. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans les cours d'état-major de l'armée suisse. Effects-Based Operations, EBO. Donc on a des lignes d'opération, des centres de gravité, etc. C'est simplement ça. D'accord ? Simplement, bien sûr, en Russie, quand on donne un ordre, eh ben on exécute. Et puis quand on donne un ordre, il n'y a pas les médias, les journalistes qui sont là pour critiquer, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas d'opinion publique. Et donc, effectivement, ces dernières années, les militaires ont pu appliquer un à un cette doctrine basée sur les effets. Mais fondamentalement, d'imaginer que vous avez des super génies, des fortes têtes dans l'état-major général russe, c'est certainement des gens qui bossent très dur et qui travaillent tard le soir, et beaucoup de respect pour ça, mais d'imaginer qu'on est là devant des gens tellement machiavéliques et tellement intelligents que ça met à plat toute stratégie occidentale ou autre, là, il y a quand même un pas. Je vous montre cette photo, j'aime beaucoup montrer ça. Tous ces véhicules que vous voyez ici, ce sont des engins qui ont été développés, construits, produits, qui sont entrés en service en Russie après la fin de la guerre froide. Ce que je veux dire par là, c'est que Sedukov, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a décidé, aujourd'hui, notre matériel, il est conçu, il est développé sur des bases qui sont mauvaises, et il faut changer, et il faut faire comme l'OTAN. Grosso modo, le leitmotiv de la Russie, depuis 10 ans, c'est ce que j'appelle dans mes articles l'otanisation de la Russie. Ce n'est pas que la Russie veut rejoindre l'OTAN, on lui a demandé, elle n'a pas voulu. Mais c'est que la Russie veut faire exactement comme l'OTAN. Elle veut pouvoir projeter des forces, elle veut pouvoir rouler rapidement avec des engins à roues que vous voyez ici. Et puis quand l'industrie russe est incompétente en la matière et ne peut pas vous fournir le savoir-faire et les pièces techniques, il n'y a pas de problème, vous allez acheter les licences à l'étranger. Et c'est pour ça que cet engin que vous avez ici, eh bien, c'est Iveco, c'est Fiat. C'est Fiat.
Et puis vous avez d'autres matériels, c'est des licences israéliennes, vous avez des licences chinoises, vous avez toute une série de choses. Donc c'est la foire. Hein. Donc on n'est pas aujourd'hui dans une situation où l'Union soviétique développe le matériel qui est le top du top. On est aujourd'hui dans une situation où la Russie veut copier l'OTAN, veut faire exactement pareil, et puis il faut payer au prix fort à l'étranger les licences de production parce que l'industrie russe n'arrive pas à faire face à la demande. Après, je peux aller longtemps dans cette discussion. Une autre discussion, ça a été les bâtiments de projection de force que la Russie voulait acheter à la marine française. Vous savez qu'ils n'ont jamais été vendus à la Russie et qu'ils ont atterri, c'est le cas de le dire, en Égypte, où on ne les utilise pas, ça c'est une autre question. Enfin, tout ça pour dire que la doctrine de l'armée russe aujourd'hui, ça a été très fort en direction d'une otanisation. Voilà. L'autre, voilà, vous voyez ces bâtiments français qu'il s'agissait d'acheter. Une autre chose qui montre les faiblesses techniques ou technologiques de la Russie, c'est le récent conflit en Syrie. Et là, il ne faut pas s'y tromper. La Syrie a été une mise en jambe, ça a été un stress test de l'armée russe. Jusqu'à 25 000 militaires russes ont été engagés en Syrie par roulement. Donc ça veut dire qu'on estime que pratiquement 60% des unités de l'armée russe ont envoyé des détachements sur place. Donc ils ont acquis énormément d'expérience en Syrie. Et parmi ces nombreuses expériences, je prends un exemple tiré des forces aériennes, ça a été difficile pour la Russie d'admettre que tout le matériel, tout le parc aérien, tous les avions de l'armée russe, eh bien, grosso modo, il fallait les mettre au rebut, parce que lorsque l'Union soviétique existait encore, la Russie voulait beaucoup d'avions, et ces avions étaient spécialisés pour qu'ils ne coûtent pas trop cher. C'était des avions relativement simples, destinés à une mission particulière. Alors en Syrie, où il s'agissait de projeter des forces avec un corps expéditionnaire, les Russes se sont retrouvés dans la situation suivante. On envoie quoi dans ce corps expéditionnaire? On est d'accord qu'on veut bombarder, donc il nous faut une escadrille de bombardiers. D'accord, mais ces bombardiers ne peuvent pas se défendre. Alors, il faut envoyer une escadrille de chasseurs pour pouvoir défendre les bombardiers. D'accord, mais maintenant, les bombardiers ne peuvent pas naviguer tout seuls parce qu'ils n'ont pas l'électronique nécessaire. Ok, alors il faut une escadrille avec des avions de reconnaissance et de guerre électronique. Et puis, les bombardiers ne peuvent pas tirer de roquettes, donc ça veut dire qu'il faut une escadrille supplémentaire. Vous voyez qu'à la fin, vous avez une usine à gaz qui ne fonctionne pas. Il faut 3 bases aériennes, il faut 3 escadres différentes pour avoir 2 avions qui agissent lorsqu'on en a besoin. Et donc la Russie a fait l'amère expérience que tout le matériel aérien qui a été développé, qui a été construit dans les années 60, 70, 80, 2000, eh bien on pouvait jeter ça parce qu'on n'a jamais le bon avion au bon endroit. C'est pratiquement, statistiquement impossible. Et donc on a commencé à développer le Sukhoi 34, le Sukhoi 35, que vous avez sur cette image-là. Ce sont les premiers avions soviétiques dont on peut vraiment dire que ces avions sont polyvalents. Et il n'y en a pas beaucoup. Le Sukhoi 35, il y en a une 50aine en état de vol, et il coûte très cher. Pourquoi est-ce qu'il coûte très cher? Je me souviens, pendant les campagnes d'acquisition d'avions en Suisse, où certains qui étaient certainement plus intelligents que moi disaient « achetons du matériel russe parce que ce sera moins cher que le matériel américain ». Je peux vous dire que le Sukhoi 35, il est plus cher que le matériel américain pour une raison très simple, c'est que toute l'électronique qui ne peut pas être produite en Russie, elle vient soit de France, soit d'Italie, soit de Suède, soit de Chine, et les Chinois, les Américains, enfin tout le monde a compris qu'il faut faire payer le prix fort pour ce matériel. On n'est pas en train de parler d'un laptop que vous pouvez acheter dans le commerce, on est en train de parler de matériel qui résiste à des secousses, à des températures extrêmes. Donc là, vous avez un avion qui est très très cher parce que la Russie est limitée par son pouvoir d'achat de certains matériels étrangers. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais oui, il a fallu une mue complète de l'armée russe et la campagne de Syrie a grandement contribué à cela. J'ai parlé de la campagne du Donbass et puis surtout de la campagne de Crimée tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, je ne vais pas aller trop dans le détail pour pas qu'on se perde.
Ce que je veux dire par là, c'est que pour la première fois, après la Géorgie 2008, ici en 2014, il y a une réponse de l'OTAN, et cette réponse, elle prend la forme de ces deux sommets de l'OTAN, le sommet du Pays de Galles, le 4 septembre 2014, je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. Et j'étais très content que tout le monde se réunisse pour fêter mon anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce sommet du Pays de Galles? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. Les pays de l'OTAN étaient divisés. Il y avait grosso modo les pays qui continuaient à affirmer notre effort principal, ça doit être au Moyen-Orient, ça doit être au Sud, ça doit être au Sud-Est, ça doit être l'Afghanistan, et c'est là qu'on doit continuer à maintenir notre effort. Et puis un certain nombre d'autres pays, plus récemment entrés dans l'Alliance, vous aurez compris que c'est essentiellement les pays du Nord et les pays de l'Est, eh bien, ces pays-là ont dit il faut arrêter maintenant avec l'Afghanistan, la vraie menace dans 5 ans, dans 10 ans, c'est la Russie. La Russie est à notre porte. Donc un certain nombre de décisions de base ont été prises, mais c'est surtout en 2016, au sommet de Varsovie, qu'on a décidé de créer la NATO High Readiness Joint Task Force. Et à l'époque, on a beaucoup critiqué 20 000 militaires répartis entre la Pologne et puis différents États baltes. Et on a dit à l'époque que ce n'était pas grand-chose face à la menace russe. Vous voyez ici les différents exercices qui ont eu lieu de part et d'autre, Russie et puis OTAN. Eh bien, on a vu une montée en puissance tout à fait considérable de ces forces. Et ces 20 000 militaires professionnels de l'OTAN dans les pays de l'Est, eh bien, imaginez que c'est un contingent de 20 000 militaires qui s'entraînent pendant 4 mois, qui sont certifiés internationalement, qui ensuite, pendant 4 mois, assument cette mission de bouclier, et ensuite qui retournent dans un dispositif de réserve pendant 4 mois. Donc en réalité, ces 20 000, tout de suite, s'il faut partir demain, on part demain, mais en réalité, vous avez quasiment une montée en puissance très très rapide de 60 000 militaires professionnels de l'OTAN, et ça c'est une force qui en réalité, efficacement sur le terrain, à l'instant T, qui est tout à fait considérable. Voilà pour le background de la Russie. Pour ce qui est de l'Ukraine, je vais être très rapide, je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations politiques de l'Ukraine, mais je vais rappeler peut-être un point qui me paraît essentiel ici, c'est les événements qui se sont produits entre septembre 1991 et décembre 1991, où l'Ukraine s'est retrouvée quasiment du jour au lendemain, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, s'est retrouvée dans une situation de posséder 33% de toutes les têtes nucléaires de feu l'Union soviétique. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente, alors je vais malheureusement devoir vous donner un chiffre. Ça représente 7000 ogives nucléaires, c'est-à-dire l'Ukraine, entre septembre et décembre 1991, avait plus de têtes nucléaires que la Russie n'en a aujourd'hui. On entend les mouches voler, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Et vous avez la problématique de l'Ukraine qui dispose de l'arme nucléaire, mais vous avez les 18 autres républiques ex-soviétiques, et donc vous avez là, avec cet éclatement de l'URSS, le mouvement de prolifération le plus important de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de prolifération qu'à ce moment-là, et ça a donné une peur panique de la communauté internationale qui a tout fait avec une shuttle diplomacy vers Kiev pour contraindre, pour encourager les Ukrainiens à rendre le plus rapidement possible leurs armes nucléaires à la Russie, ou alors les démilitariser, les déconstruire, les défaire, avec grand renfort de subsides occidentaux, parce qu'on ne pouvait pas permettre autant d'armes nucléaires qui se trouvent réparties dans toute une série de républiques de l'ex-URSS. Et l'Ukraine a accepté, comme je l'ai dit tout au début de cette présentation, l'Ukraine a été, l'enfant prodigue a été le bon élève du désarmement européen et de la communauté internationale. Et ça me fait mal de le dire, ça me fait moins mal de l'écrire, parce que je l'écris depuis plus de 20 ans. Il faut faire attention à ces mauvais exemples, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le désarmement, ce sont ceux qui conservent les armes nucléaires
qu'on ne vient pas embêter. Je pense à la Corée du Nord, on peut se moquer de Kim Jong-un tant que l'on veut, on peut faire des cartoons, et puis on peut montrer ses clips vidéo et rigoler plus ou moins en commun, mais le fait est que personne ne considère un seul instant envahir la Corée du Nord. D'un autre côté, les États comme l'Ukraine, qui ont renoncé à leur capacité de défense nucléaire, aujourd'hui se trouvent dans une situation très embarrassante parce qu'ils ont eu toutes les garanties que la communauté internationale, que les Européens, que les États-Unis allaient garantir leurs frontières. Vous voyez que ça pèse finalement pas très lourd quand vous êtes véritablement dans la situation difficile. Les bombardiers Tupolev 22M Backfire que vous avez ici, de la même manière, ils ont tous été rendus à la Russie. Les navires de guerre, dont certains portaient des armes nucléaires, ont tous été rendus à la Russie. C'est vrai que l'Ukraine n'avait pas les ressources financières pour maintenir tout ce parc en état, et donc quelque part on peut comprendre que les Européens ont subventionné ce désarmement, mais enfin l'Ukraine a été très très bas dans sa capacité de défense et a réduit de 700 000 militaires à quelque chose comme 130 000 militaires. Donc vous pouvez comprendre que la modernisation de l'armée ukrainienne a beaucoup pâti de cela, et comme on est parti d'une armée de milices de conscription à une armée professionnelle, eh bien le peu de budget, 0,7% du PIB, c'est-à-dire la même chose que la Suisse, eh bien cet argent est parti uniquement en salaire, pratiquement uniquement en salaire, et probablement en corruption dans une certaine mesure, et donc pendant 20 ans, il n'y a pratiquement pas eu d'argent pour la modernisation de cette armée ukrainienne. Quelques indications très très rapides pour voir de quoi on parle dans l'Ukraine. La longueur hors tout de ce pays, 2700 km, je peux vous faire un parallèle, c'est grosso modo la largeur, si vous regardez la carte, c'est la largeur de l'Europe, c'est toute l'Europe, hein. Et puis 2700 km, c'est aussi la portée des missiles hypersoniques des forces aériennes russes. Donc si vous vous posiez la question, si un MiG-31 vole ici, à la frontière de l'Ukraine, eh bien, le missile traverse de part en part le pays. Il n'y a pas besoin de survoler le territoire ukrainien. Enfin, vous pouvez faire de gros dégâts dans des pays de l'OTAN. En termes d'axes de communication, vous voyez ici essentiellement un réseau ferroviaire qui est peu dense, mais qui est très important parce que la qualité des routes, on reviendra pour parler tout à l'heure des problématiques, des questions de logistique. Enfin, le réseau ferroviaire est très important. Et puis, vous aurez bien compris que les nœuds routiers comme Kharkov, Poltava, qu'est-ce qu'il faut dire, Zaporizhzhia, enfin tous ces noms de villes dont vous entendez parler au téléjournal, ce n'est pas pour la beauté de leur lieu de culte qu'on en parle, c'est parce que ce sont des nœuds routiers importants. Et donc, même si les forces armées essayent d'éviter de se battre en ville, eh bien, malheureusement, c'est incontournable. Vous avez besoin de prendre possession de ces carrefours, de ces nœuds routiers ou de ces carrefours de communication. Et c'est pour cela, bien sûr, qu'on revient toujours à reparler de ces villes. 43 millions d'habitants, je vais mettre cela en rapport avec cet autre chiffre. C'est la population réfugiée et déplacée. Donc on est aujourd'hui à peu près 4 millions, 4,7 millions de personnes déplacées. Les chiffres datent de la semaine dernière, donc aujourd'hui on doit allègrement être à 5 millions. C'est plus que le 10% de la population. Et puis vous avez environ 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Alors vous aurez compris que ça représente une personne sur 4 dans l'ensemble du pays, donc c'est très important. Et est-ce que vous allez peut-être me dire 25% c'est beaucoup, c'est peu. Alors on est obligé de parler avec les références que l'on a. Moi je connais bien le conflit en Bosnie-Herzégovine parce que j'ai été beaucoup impliqué dans ce conflit à l'époque. Eh bien à l'époque on disait que 37% de la population bosniaque avait été réfugiée, c'est-à-dire avait quitté le territoire, et 75% de la population en Bosnie-Herzégovine à un moment ou à un autre a été déplacée. Donc vous voyez qu'il y a malheureusement encore de la marge, on n'est pas au bout de nos peines avec ces mouvements de population et toutes les conséquences que ça a évidemment en Europe. Je vous ai parlé de l'armée ukrainienne, je ne vais pas aller dans les détails, mais enfin disons que
il y a eu beaucoup de cosmétiques et pas beaucoup d'actions. Si on se limite aux chars de combat, parce que voilà, limitons-nous à quelque chose qui est très visible et qu'on voit dans l'actualité systématiquement ces jours, eh bien, il n'y a aucune munition tirée, utilisée par l'armée ukrainienne qui est plus récente que 1990, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin. Donc l'armée ukrainienne aujourd'hui, elle est en réalité en train de se battre avec la technologie des années 80, et je suis sympa quand je dis ça. Il y a peut-être 10-15% du matériel qui a été modernisé avec beaucoup de cosmétiques. Il y a 5% des engins qui disposent d'une capacité d'observation nocturne. Donc on est très très loin des armées occidentales ou du potentiel occidental. Et donc, bien sûr, par voie de conséquence, quand des pays de l'OTAN fournissent des armements à l'Ukraine, je ne veux pas dire que c'est un game changer, on peut en parler tout à l'heure si vous avez des questions sur ce sujet-là, mais enfin c'est vrai que quand vous passez du matériel quasiment soviétique, enfin je peux dire soviétique, des années 80 au matériel occidental d'il y a 2-3 ans de brevets suédois et j'en passe et des meilleurs, c'est vrai que vous avez un accroissement qualitatif qui est très important. Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'armée ukrainienne, à moins que vous ayez des questions spécifiques là-dessus. Je vais juste attirer votre attention sur deux choses. Première chose, l'Ukraine n'a pas été un pays très très bien géré ces dernières années. Je crois que ça, tout le monde l'aura bien compris. Et notamment dans le domaine de la politique de sécurité ou de défense, on a professionnalisé l'armée. Ensuite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc, il a fallu, dans l'urgence et sous la pression des Occidentaux, il y a 4 ans, créer une armée de milices, une garde nationale. Donc, aux 130 000 professionnels, on a rajouté 130 000 miliciens qu'on a formés aussi rapidement que possible ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, on en est pratiquement à distribuer des armements à des civils, ce qui pose un certain nombre d'autres questions et d'autres problèmes. Enfin, il faut se rendre compte que l'armée professionnelle ukrainienne, il en reste aujourd'hui pas grand-chose, et ce sont essentiellement des unités de la garde nationale, donc essentiellement des unités de conscrits, de miliciens, qui ont quelques semaines de formation dans les pattes et qui n'ont pas beaucoup de cadres, qui sont là pour tenir en fait la situation autant que faire se peut. Donc la situation, on regardera les cartes tactiques tout à l'heure, la situation, elle n'est pas bonne, et à un moment ou à un autre, on pourrait tout à fait imaginer que ce système de défense ukrainien s'effondre. Il y aura certainement des poches de résistance, de combattants qui voudront aller jusqu'au bout, mais il faut s'imaginer qu'on est assis sur quelque chose qui n'est pas très très solide quand on parle de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Cela d'autant plus que les pertes ont été très très importantes. J'y reviendrai. La deuxième chose qui est importante à signaler ici, c'est que sans être un expert en géographie des pays de l'Est, il y a une frontière, mais je suis historien, donc je peux vous dire qu'il y a eu 4 batailles significatives dans cette région sur le Dniepr ou le long du Dniepr pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pratiquement la seule barrière naturelle que vous avez dans la partie orientale de l'Ukraine, et vous allez voir que ça a toute une série de conséquences tout à l'heure quand je vous montrerai les cartes. En d'autres termes, si l'armée russe avance, recule dans cette partie-là, ça n'a pas grande conséquence, finalement, c'est spectaculaire, mais ça n'a pas grande conséquence. Par contre, si l'armée russe établit une tête de pont au-delà de cette ligne de défense sur le Dniepr, alors ça, c'est une toute autre affaire, parce qu'entre le Dniepr et puis la capitale Kiev, il n'y a pratiquement rien qui va arrêter la Russie. Donc il faut être conscient que l'Ukraine a misé le tout pour le tout dans cette région orientale, a mis toutes ses unités, ses meilleures unités là pour résister à l'attaque russe. Et si l'armée russe est en mesure de dépasser le Dniepr, alors il n'y a plus grand-chose pour les arrêter. Grosso modo, c'est la prise pratiquement totale du territoire. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, urgentes, brûlantes? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on pense que c'est un objectif de l'armée russe de passer le Dniepr? Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Autre question? J'ai très peu. Oui?
Les troupes qui viennent de Biélorussie, Oui. par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui. On va les voir sur la carte dans une minute. Autre question? Il y avait une main qui était sur le point de se lever tout à l'heure. Je ne veux pas frustrer des gens. Oui, on me dit qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Voilà. Je ne vais pas parler de ce sujet parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'ai un avis comme tout le monde a un avis, mais ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Ok. Vous avez tous vu ces signes tactiques. Je ne vais pas épiloguer, mais enfin vous avez l'explication du pourquoi de ces signes tactiques. Et maintenant, je vais vous présenter les intentions militaires, le plan, si vous voulez, de l'armée russe. Alors, c'est comme tout dans ce bas monde, il y a un plan A, et puis quand ce plan A ne fonctionne pas, eh bien, il y a un plan B, et puis si ce plan B ne fonctionne pas tout à fait, il y a un plan C, et probablement maintenant, on en est au plan D, E, peut-être F. Donc, je vous parle des intentions de la Russie, puis après, on regardera dans les faits ce qui s'est réellement passé. Alors, quelle était l'intention? La première intention, c'était de mener une attaque, une opération d'importance ou de niveau stratégique contre la capitale Kiev. Là, comme dans toute opération militaire, il y a un objectif maximum, c'est de décapiter la conduite militaire et politique de l'Ukraine, de désorganiser son système de commandement, son système politique pour pouvoir atteindre ses objectifs plus rapidement. Et puis, au minimum, si cet objectif ne peut pas être atteint, eh bien, c'était de créer un dilemme suffisamment grand à proximité de la capitale pour déstabiliser, pour créer une pression importante, pour lier aussi des forces ukrainiennes autour de la capitale. Donc, j'ai répondu, c'est une moitié de réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas. Et puis c'est une opération qui est très risquée, et puis vous verrez que cette opération a échoué, et donc il faut un plan B. Et le plan B, c'est cette opération qui se passe, on va dire, en deux temps, en deux parties. Une première opération qui lie, je ne devrais pas dire liée, qui implique deux armées relativement fortes de l'armée, donc deux armées russes, qui vont se porter sur ce qu'on appelle la ligne de contact. La ligne de contact, ce n'est pas tout à fait les frontières des deux républiques sécessionnistes et indépendantistes du Donetsk et de Luhansk. La zone de contact, c'est vraiment la zone de front qui n'a pas beaucoup bougé depuis 2014. On peut la symboliser par ce trait bleu. L'idée ici de l'armée russe, c'est quelque part de montrer son association, sa coopération avec des forces indépendantistes locales qui sont très peu locales, on va le dire assez rapidement, mais le but c'est de faire bouger cette ligne de front pour avancer et pour pouvoir prendre finalement la totalité de ces deux républiques de Donetsk et de Luhansk. Et puis les objectifs aujourd'hui sont un petit peu plus significatifs, un petit peu plus importants, puisque la Russie est en train de projeter de créer une troisième république indépendante, enfin peu importe, mais enfin l'objectif est ici d'avancer et de mettre la pression, de lier le gros du corps de bataille de l'armée ukrainienne, comme je l'ai dit, qui se bat dans l'est du pays. Soyons clairs, ce front n'a pas bougé, pratiquement pas bougé depuis 2014, et donc les forces ukrainiennes disposent de beaucoup de matériel, d'une bonne connaissance du terrain, des positions préparées, donc ils résistent à l'artillerie, ils résistent à beaucoup de choses, au bombardement, et donc malgré des forces très importantes qui ont été engagées par la Russie, eh bien ce front, même encore aujourd'hui, n'a pas bougé, même au prix de pertes très très importantes. Et donc la Russie a prévu une opération en deux temps. Le deuxième temps, eh bien, c'est une poussée mécanisée depuis le sud, c'est-à-dire depuis la Crimée, et puis depuis le nord, la région de Kharkov ici. Et cette opération, eh bien, c'est une tenaille. On a vu ça encore et encore et encore à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'est d'encercler
ici, depuis le nord et depuis le sud, d'encercler le gros des forces armées ukrainiennes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ici produire deux effets. Premier effet, si vous réussissez à encercler à peu près un tiers des forces armées ukrainiennes, il ne faut pas dire que la guerre est terminée, mais vous neutralisez de facto l'Ukraine parce qu'il n'y a plus de potentiel militaire pour défendre le pays. Et si vous effectuez des têtes de pont, puisque la question a été posée, les têtes de pont ont été établies, eh bien vous êtes en mesure de menacer le centre du pays. Donc, quelque part, vous avez un jeu de cartes qui vous permet d'aller à peu près où vous voulez sur ce territoire. Voilà la représentation, si j'ose dire, de l'intention russe. Et vous voyez ces flèches en traitillé. Les possibilités, je ne vais pas dire qu'elles sont infinies, mais les possibilités de se propager ici dans le cœur du pays, à l'ouest du Dniepr, créent en fait ou donnent aux forces russes un avantage absolument considérable. Et puis, à terme, ces forces ukrainiennes encerclées à l'est du Dniepr peuvent se rendre, ou alors elles peuvent être détruites petit à petit. C'est une question de temps, mais la victoire russe devient à ce moment-là inexorable. Donc voilà le plan original de la Russie. Comment est-ce que ça s'est produit dans le détail? Alors je sais que il faut avoir de bons yeux pour voir le détail sur cette carte. Et vous voyez ici les concentrations de forces russes qui ont été prépositionnées. On parle de pratiquement 200 000 militaires qui ont été installés et préparés à ces opérations militaires, y compris en Biélorussie. Si je reviens en arrière, excusez-moi, j'ai oublié la deuxième partie de la réponse à la question qui m'a été posée. Il y a encore, hypothétiquement bien sûr, la possibilité que 3 brigades de parachutistes qui se trouvent encore en Biélorussie accomplissent des actions le long de la frontière polonaise. Et vous aurez compris que la Moldavie est partiellement occupée par des forces russes dans la région de Transniestrie. La Roumanie a été directement visée dans un discours de Vladimir Poutine, donc a priori il va se tenir relativement à carreau dans cette situation. Et la Pologne, eh bien, c'est l'axe principal de fuite pour les réfugiés et d'acheminement d'armes en faveur de l'armée ukrainienne. Donc en fait, si l'on verrouille, si l'armée russe parvient à verrouiller cette frontière polono-ukrainienne, eh bien vous aurez compris que la situation va devenir vraiment très rapidement difficile pour l'Ukraine. Voilà, si j'avance de nouveau, je vous montre uniquement les points saillants des opérations militaires de ces 4 dernières semaines, parce que sinon on risque d'y passer toute la nuit, et ce n'est pas vraiment mon idée de vous assoiffer, de vous affamer pendant qu'il y a d'autres choses à faire ce jeudi soir. Mais je voulais vous montrer ici l'aéroportage qui a été tenté le matin, de bon matin, le 24 du mois dernier. Cette opération d'aéroportage, on pourrait dire cette opération stratégique de décapitation, a été un échec. Pourquoi est-ce que ça a été un échec? Eh bien parce que entre 9 et 12, selon les sources, hélicoptères de transport des forces aéroportées russes ont été abattus, et avec ces pertes, donc 12 hélicoptères multipliés par une vingtaine de soldats qui se trouvaient à l'intérieur, vous aurez compris que pour une première vague d'assaut, c'est une défaite qui est tout à fait cinglante. Certaines forces russes ont effectivement été héliportées sur place et ont combattu très certainement vailleusement les quelques heures qui ont suivi, mais enfin ont été finalement anéanties, d'ailleurs devant les caméras d'un reporter de CNN. Donc cette opération-là a été un échec, et il n'y a eu d'autre solution que de descendre ici avec ces deux formations depuis le nord, ces deux formations depuis le nord qui ont eu quand même beaucoup de difficultés à rouler sur un terrain difficile de part et d'autre d'une rivière, et surtout pour les colonnes qui se sont déplacées ici à l'ouest, eh bien, à travers la zone de la centrale de Tchernobyl. Donc je peux vous dire que ça a dû être une expérience unique pour les gens qui se trouvaient là, et vous pouvez comprendre que cette opération terrestre n'a pas été de tout repos.
il faudra en fait pratiquement 5 jours pour que les forces russes atteignent la banlieue de Kiev. On va voir ça dans la prochaine représentation. Vous voyez ici, on est le 26 février, vous voyez les premières formations qui atteignent la banlieue de Kiev. Ça, c'est quelque chose qui a été vu sur les écrans de télévision. Vous avez aussi des opérations très importantes qui sont menées au nord de Kharkiv, avec là des pertes extrêmement importantes. Cela d'autant plus importante que c'est une région qui est très fortement russophone. Il y a 90 à 95% de la population qui est russophone. Et donc, très certainement, il y a eu des erreurs dans le domaine du renseignement et de la planification. Je peux imaginer que les Russes imaginaient que dans cette région-ci, ils allaient être applaudis, acclamés. Et en tout cas, de ce que l'on voit à l'heure actuelle, ça n'a pas été le cas. Et c'est un endroit où les pertes russes ont été extrêmement frappantes. Au nord de cette manœuvre contre Kharkiv, vous avez la première armée blindée de la garde russe. Donc ce sont des unités d'élite. Toutes les unités que vous avez là ne sont pas des unités de seconde zone, bien au contraire. Vous avez pratiquement toutes les unités d'élite de l'armée russe qui ont été engagées, et vous avez ces unités d'élite qui ont réussi à accomplir une percée. Est-ce que c'était dans le plan initial? Est-ce que ça a été une opportunité qui a été saisie par les commandants sur le terrain? Ça, je ne peux pas répondre à cette question, mais effectivement, cette percée en direction de Soumy et ensuite en direction de Kiev a été surprenante par sa vitesse et par sa force par rapport aux autres opérations militaires qui se sont déroulées dans d'autres secteurs de l'engagement. Vous voyez ici le renforcement des forces sécessionnistes par l'armée russe, et puis différentes percées qui ont eu lieu dans la direction du sud, avec pour but, comme je l'ai dit, de lier l'armée ukrainienne le plus à l'est possible, et puis deuxièmement d'atteindre la rivière Dniepr, ce que l'on va voir ici le 28 février. Donc vous voyez l'accroissement de cette poussée, de cette avancée depuis la Crimée, pratiquement adossée au Dniepr. Vous voyez ici la situation très favorable dans la région de Soumy, mais malheureusement une situation beaucoup plus difficile au nord de Kiev, beaucoup plus difficile également dans la région de Kharkiv. Et puis, malgré les nombreuses attaques et malgré le déluge de bombes et de projectiles d'artillerie, eh bien, un front sur le long de la ligne de contact qui n'évolue pas beaucoup. La situation ici au 4 mars 2022, vous voyez ici les premières têtes de pont qui sont en mesure à Kherson en particulier et à Zaporizhzhia, c'est le fameux emplacement de la grande centrale nucléaire, Zaporizhzhia. Vous voyez ici les têtes de pont qui ont été atteintes et donc une possibilité à partir de là vraiment de se répandre dans le centre du territoire. Vous voyez la poursuite de l'encerclement de Kiev au nord et puis une situation légèrement favorable ou qui s'améliore légèrement dans le nord, mais pas d'action véritablement décisive. On est ici à la date du 11 mars et vous voyez le dispositif de l'armée ukrainienne. Et vous voyez ce dispositif de l'armée ukrainienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très fortement étendu en direction de l'Est. Donc le front tient, mais évidemment ce risque d'encerclement et ce risque de collapse militaire est tout à fait présent à ce moment-là. Et vous voyez les quantités de personnes qui fuient le pays. Je ne peux pas lire tous les chiffres, mais enfin vous avez les déplacements de personnes qui ont lieu. On a la situation militaire ici du 5 avril, donc on n'est pas loin de la situation actuelle. Et j'aimerais vous sensibiliser sur un point décisif qui se trouve ici. En réalité, l'armée russe est aujourd'hui en train de mener son effort principal avec pour but de prendre en tenaille dans une situation favorable jusqu'à 6 brigades mécanisées de l'armée ukrainienne.
ici dans le Luhansk, et ça c'est véritablement l'effort principal, ce qui a conduit à déplacer ou à retirer du front un certain nombre de forces au nord de Kiev. Donc quelque part on libère la pression et puis on regroupe ces forces dans le but d'un effort principal. Alors, certains disent que bien sûr l'objectif c'est de pouvoir annoncer une victoire au moment du jour de la victoire, le 9 mai, et dans tous les cas l'effort principal maintenant a lieu ici au sud, et c'est là que la Russie concentre l'essentiel de ses moyens. Je vais avancer parce qu'il n'y a pas grand changement de ces derniers jours, mais j'aimerais maintenant vous parler de ce que nous n'avons pas regardé sur ces cartes militaires. Ce sont les petits carrés bleus qui se trouvent à gauche de l'écran, parce que ça, ce sont les forces de l'OTAN. Et j'aimerais vous sensibiliser à la proximité géographique qui existe entre ces forces OTAN. Alors vous avez ici des forces roumaines, mais en Roumanie, vous avez aujourd'hui forces multinationales de l'OTAN, avec en particulier un contingent qui est sous leadership français. Vous avez bien sûr les États baltes qui sont très au nord, et en Pologne, vous avez plusieurs brigades de l'armée américaine qui sont disposées et qui s'entraînent de manière extrêmement proche de la frontière. Donc gardez cela à l'esprit. Vous avez dans un mouchoir de poche des forces très très importantes. Il y a plus de 120 000 militaires de l'OTAN qui sont juste de l'autre côté de la frontière, donc n'imaginez pas que les forces russes vont tout d'un coup faire irruption dans je ne sais quel pays de l'OTAN. Ça n'est pas véritablement envisageable. Et puis l'autre chose à retenir, c'est que les possibilités d'escalation du conflit, malheureusement, sont réelles, sont existantes. Je vous ai parlé du matériel de guerre mis à disposition des forces ukrainiennes. Alors oui, vous avez les NLAW qui sont introduits dans l'armée suisse. Ce sont les mêmes lance-roquettes qu'on est en train d'introduire dans l'armée suisse. Vous avez d'autres types d'armes. Je réponds volontiers aux questions s'il y a des questions précises de ce côté-là. Et j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la transmission d'informations, de données, en particulier pour le ciblage. On pourrait parler aussi de guerre électronique. Et vous avez ici le survol de la frontière. Vous avez ici la Moldavie, enfin, vous aurez reconnu les frontières. Vous voyez ici la quantité de survol de drones américains ou de drones de l'OTAN. Il y a en permanence 10 à 15 drones niveau opératif et niveau stratégique de l'OTAN. Et voilà, pour le dire vite, on ne peut expliquer certains succès ou certains cartons de tir de l'armée ukrainienne que s'il y a effectivement beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements qui est transmis directement avec les instructions. Vous mettez ces coordonnées, vous tirez ici et vous allez toucher quelque chose. Donc il faut être sensible au fait que oui, le transfert de certaines armes à travers la frontière, c'est quelque chose, c'est important, ça pèse quelque chose dans cette équation, mais il y a beaucoup plus décisif que cela, et c'est pratiquement les informations en temps réel qui sont fournies par ces drones, par ces satellites, par ces moyens de renseignement, par ces moyens de guerre électronique de l'OTAN qui sont fournis directement dans les centres de commandement et de conduite de l'armée ukrainienne. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Qu'est-ce qui arrive si le 9 mai, les Russes n'ont pas pris le Donbass? Alors il faudra voir la situation à ce moment-là, parce qu'il y a toujours un minimum et un maximum. Il y a la possibilité de continuer et de faire durer ce conflit encore un petit peu plus longtemps, peut-être avec des objectifs réduits, parce que cette opération est en train de coûter beaucoup à la Russie, pas seulement sur le plan politique, mais en termes logistiques, en termes de moyens, d'usure des forces armées. Je parlerai des pertes tout à l'heure. Mais on peut le dire vite maintenant, les contingents, les forces russes ont perdu pratiquement entre 15 et 25% de leurs moyens. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas continuer à ce rythme-là pendant des mois. Donc il faudra revoir la copie et puis réévaluer les objectifs. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. Oui. Vous en avez parlé, je ne sais pas si vous en parlez encore plus après, mais les armes que fournissent les Occidentaux, vous avez dit c'est game changer, faut vraiment tirer les faits sur le terrain, puisque vraiment ça permet, vous avez l'air un petit peu pessimiste sur l'avenir de la situation en Ukraine, est-ce que ça permettrait de changer un petit peu cette donne? Alors, certainement que ça aide beaucoup, mais est-ce que c'est un game changer? La réponse est non.
parce qu'on est en train de parler essentiellement de missiles avec une portée de 1000 à 2000 mètres, on est en train de parler de lance-roquettes, et puis quelque part, soyons tout à fait honnêtes, même si les États-Unis, si la Suède, si la Pologne, etc., la Grande-Bretagne ne fournissaient pas ces moyens, l'Ukraine dispose quand même d'un certain nombre d'armes qui sont, on va dire, équivalentes, qui coûtent 4 fois moins cher. Et c'est ça un petit peu la leçon de cette guerre, c'est que le matériel russe, même avec toutes les modernisations, les renforcements de blindage dont je vous ai parlé tout à l'heure, les nouvelles dénominations et tout ce qui va avec, même ce matériel le plus moderne, eh bien, il ne tient pas la route. Même ce matériel-là, il tombe sous les coups de systèmes qui coûtent pas beaucoup d'argent et qui sont fabriqués, qui sont développés en Ukraine. Mais évidemment, toute aide, toute contribution peut aider. Oui. Sur la slide précédente, vous avez dit que l'exemple de l'OTAN. À quel point vous estimez qu'il y aurait ces Russes qui a assez dans l'Ukraine une simulation d'une volonté d'annoncer que les Pologne, le pays, tout le monde va être touché pour pouvoir rentrer des opportunités. Alors, je ne suis pas très sûr de votre question, mais quelle serait la réaction de l'OTAN si il y avait une incursion russe en Pologne? Est-ce que c'est ça? À quel point les pays de l'OTAN, la Pologne, soit une grande distinction entre l'OTAN et les pays bons, à quel point il peut y avoir un souhait des pays bons de simuler une attaque de la Russie au-delà de la frontière ukrainienne pour justifier l'engagement des troupes de l'OTAN pour repousser. J'ai donné un certain nombre de cours à Budapest et puis je me rappelle, j'avais une ribambelle d'anciens ministres des Affaires étrangères hongrois qui me parlaient de l'OTAN et du rôle de la Pologne dans l'OTAN, etc. Et puis je leur ai dit, c'était la conclusion d'une de mes présentations, rappelez-vous que vous êtes un junior partner dans l'OTAN. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire, oui, vous faites partie de l'OTAN, bien sûr, mais ce n'est pas vous qui allez décider pour tous les autres ce que l'on va faire. Vous êtes là depuis pas très longtemps. Voilà, chacun doit savoir quelle est sa place dans cette alliance. Donc, je crois que ce serait très osé, ce serait très risqué d'avoir une stratégie totalement indépendante lorsque vous êtes un membre de l'OTAN. Ça, ce serait politiquement très, très risqué. Oui. J'ai une question par rapport au renseignement russe. Il semble, à mon humble avis, qu'ils ont lancé cette opération beaucoup trop tôt ou trop tard, vu la nature du terrain en Ukraine, au reste de l'Ukraine. Et un autre aspect du renseignement politique, on dirait qu'ils n'ont pas du tout su prévoir la réaction de l'OTAN et de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Est-ce que c'est empêché par excès de confiance? Et où est-ce que le gouvernement russe s'est senti soudainement pressé par quelque chose pour déclencher cette opération cette guerre au mauvais moment? Alors, je vais vous donner une référence historique, mais je pourrais vous en donner 1000 autres. C'est la guerre de Troie. Dès que vous avez commencé une action militaire, toutes les planifications que vous avez faites, eh bien vous pouvez les réactualiser en fonction des décisions, des réactions, des mauvaises compréhensions de tous les autres acteurs sur le champ de bataille. C'est quelque chose de dynamique. Donc on pourrait dire que la planification, certainement que le travail a été bien fait. Est-ce que vous pouvez pour autant prévoir la réaction des uns et des autres? Eh bien non. Et quelque part, je pense que la réaction, on a parlé de la réaction de la population sur le terrain, n'était pas tout à fait celle qui était envisagée au départ. La réaction des pays de l'OTAN était peut-être, je ne sais pas, peut-être pas tout à fait celle qui était envisagée au départ. La réaction même du gouvernement ukrainien n'était peut-être pas tout à fait celui qui était envisagé au départ. Et il faut laisser cela à la Russie. J'ai dit qu'il y avait un plan A, on est passé au plan B, au plan C, au plan D, tout comme les Américains pendant la guerre du Golfe de 1991 ou de 2003 ont dû complètement changer leur plan. Il y a eu quelques à-coups dans les opérations militaires parce qu'il a fallu déplacer des unités, il a fallu revoir la copie. Donc là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail de la part de ces états-majors parce qu'il est très difficile de prédire des semaines à l'avance, des mois à l'avance, quelles seront les réactions de la partie adverse. La nature du terrain, par exemple, a été prévisible.
Oui, oui, mais alors, dans les opérations militaires, moi je vous dis une chose, on est toujours plus intelligent après. Ok. Hein, on est toujours plus intelligent après. Quand vous n'avez pas d'adversaire et vous êtes juste en train d'expliquer votre intention sur une maquette de terrain, vous avez toujours tout juste. Quand vous avez quelqu'un d'autre qui joue l'adversaire, rouge, vous avez un wargame, là, vous commencez à avoir quelque chose d'intéressant parce que c'est dynamique. Et puis vous changez les personnes, vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes réactions. Donc oui, on est dans quelque chose par essence dynamique. Oui. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises les pertes de l'armée russe. Oui. Se pose le problème de l'économie. La Russie a 2 fois le produit intérieur brut de la Suisse, l'équivalent de l'Espagne. Y a-t-il un espoir que la guerre s'arrête assez rapidement parce qu'elle ne pourra plus faire face au coût de la guerre? Alors, si vous m'aviez invité en tant qu'économiste, j'aurais fait une autre présentation, moins géopolitique, plus économique. Mais je vais vous répondre, parce que je n'esquive pas la question. Il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura vraiment une période extrêmement dure sur le plan économique et social en Russie, suite aux pertes très importantes, au matériel qui doit être remplacé, aux sanctions, à toute une série de choses. D'un autre côté, sur le long terme, il y a quand même des paris qui ont été faits sur la comète par le gouvernement russe sur le plan énergétique, sur le plan d'alliance stratégique avec un certain nombre de pays, et en particulier la Chine. Et aujourd'hui, un petit peu comme dans le domaine militaire tout à l'heure, alors oui, je peux vous dire quels sont les présupposés, mais maintenant, est-ce que ces alliances, ces partenariats vont tenir la route dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Personne ne le sait. Il y a beaucoup d'inconnus. Voilà, j'avance pour parler peut-être d'un certain nombre de faiblesses qui ont été vues, reconnues lors de ce conflit. Et j'aimerais attirer votre attention sur une de ces faiblesses. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des défauts techniques ou technologiques ou de conception du matériel de guerre russe. Les chars, les fusils, etc. sont conçus d'une certaine manière et puis on ne peut pas complètement les changer. Mais même sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation tactique, il y a structurellement un certain nombre de défauts dans l'armée russe et ils sont très visibles dans cette situation, dans ce contexte de conflit. Je prends le plus petit élément, et puis ensuite je vais m'étendre à des unités plus grandes. La problématique fondamentale, c'est que chaque véhicule de combat de l'armée russe, qu'il s'agisse de chars de combat, qu'il s'agisse de chars de grenadiers, qu'il s'agisse de véhicules de transport de personnel, eh bien vous avez un équipage qui est très réduit. En fait, dans un char de combat, vous avez 3 personnes, 3 hommes d'équipage, dans un char de combat. Parce que le 4e homme d'équipage que vous avez dans les chars suisses, allemands, américains et autres, qui est un chargeur, eh bien on l'a remplacé dans l'armée russe par un système de rechargement automatique du canon. Alors, c'est un avantage technologique et ça a été perçu comme un avantage technologique pendant la guerre froide. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une faiblesse, c'est une vulnérabilité. Pourquoi? Parce que si vous avez un équipage de 3 hommes et qu'un de ces 3 hommes n'est pas présent dans le véhicule, eh bien, vous ne pouvez plus faire grand-chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas réparer, vous ne pouvez pas déplacer le char avec simplement 2 personnes, vous ne pouvez pas observer et tirer et écouter à la radio, vous ne pouvez plus faire ça, il n'y a plus suffisamment de personnel. Pour effectuer le ravitaillement du char, 3 personnes, ça ne suffit pas. On pourrait multiplier les exemples pour faire la garde la nuit autour du char, 3 personnes, ça ne suffit pas non plus. Surtout s'il y a un chef qui est en train d'aller suivre une donnée d'ordre 1 kilomètre plus loin. Donc, déjà à la base, dans un seul véhicule, vous avez un problème d'autonomie et de résilience du véhicule isolé. Ensuite, vous avez le problème de la section. La section, c'est 3 véhicules, c'est 3 chars de combat ou 3 chars de grenadiers. Le problème avec ces sections de 3 chars, j'ai été chef de section il y a très très longtemps avec 3 chars Léopard, c'est facile à conduire, donc
oui, c'est très fluide, c'est très facile à conduire dans le terrain, mais le problème, c'est que si vous perdez un véhicule ou un véhicule reste derrière ou n'est plus dans le même compartiment de terrain, vous ne pouvez plus observer. Grosso modo, vous êtes obligé de vous arrêter et de vous répartir les secteurs d'observation, de feu, et donc vous ralentissez la manœuvre de manière très très importante. Dans une section de grenadiers de chars ou d'infanterie mécanisée, vous avez 3 chars de grenadiers. À l'arrière, vous avez chaque fois 6 ou 8 personnes. Eh bien, avec ces 3 fois 8 personnes, vous ne prenez pas une maison, vous ne défendez pas une position. Donc, en fait, on est toujours inférieur, on est toujours en infériorité. On n'est pas capable, avec une section, d'accomplir véritablement une mission chacune. Et la problématique se renforce parce que je vous ai parlé du char isolé, du véhicule isolé qui a rapidement des problèmes si quelque chose ne fonctionne pas, à la section qui a rapidement des problèmes s'il manque un véhicule dans cette section. Mais une compagnie, c'est 10 chars de combat ou 10 chars de grenadiers, donc une compagnie qui perdrait un de ces éléments ou un de ces chars, ou alors qui n'a qu'un seul véhicule pour le commandant de la compagnie. Je sais parce que j'ai été commandant de compagnie avec un char tout seul. Le commandant de compagnie tout seul, il est un peu isolé. Et si on arrive à trouver lequel des véhicules sur ce diagramme est celui du commandant de compagnie, vous pouvez partir du principe que c'est celui sur lequel on tire en premier. Donc très rapidement, vous pouvez mettre KO toute cette organisation si vous trouvez le char isolé dans le dispositif en face de vous. Et puis bien sûr, vous pouvez renforcer, vous pouvez monter encore à l'échelon supérieur, parce qu'à l'échelon du bataillon, les moyens sont très très faibles. Je prends un exemple, je vais comparer avec l'exemple de la Suisse. Un état-major de bataillon suisse, vous avez 17 officiers d'état-major qui fonctionnent lorsque le bataillon est à l'arrêt, lorsque le bataillon est en train de se déplacer. Dans un bataillon russe, vous n'avez pas ces capacités de conduite autonome, vous n'avez pas des capacités de planification. Et donc, grosso modo, vous allez recevoir les ordres, vous allez exécuter immédiatement, ou alors vous allez vous arrêter. Tout le monde se retrouve un petit peu comme une équipe de football ou une équipe de rugby autour du char du commandant, et puis on va trouver une solution pour faire selon les schémas, selon la doctrine, du mieux possible, mais ce ne sera pas un plan qui est véritablement arrêté, qui a vraiment été discuté, qui a fait l'objet d'un wargaming, comme ce serait le cas dans les unités de l'OTAN. Donc, retenez ceci, il y a une instabilité et une vulnérabilité systémique dans le matériel militaire, mais aussi dans les formations, dans les unités de l'armée russe. Et là, j'en viens à un autre problème. Si on regarde plus largement, ici, ce diagramme, ce schéma qui représente un bataillon renforcé de l'armée russe. Alors, je peux vous donner mon expérience comme ancien commandant de bataillon de l'armée suisse. Moi, je me plaignais toujours que sur les 1000 militaires dans ce bataillon, il y en avait 50% qui n'étaient pas des combattants. Et à l'époque, je l'ai dit, je l'ai écrit, ça me dérangeait et j'essayais de trouver des solutions pour mettre davantage de personnel dans des postes ou des places combattantes. Dans l'armée russe, vous avez finalement des formations de combat qui sont assez faibles, qui sont plus faibles que dans les pays occidentaux. Vous avez énormément de moyens d'appui-feu, et en particulier d'artillerie, et vous n'avez pratiquement pas d'échelon logistique à l'arrière. Pour le dire vite, dans un bataillon renforcé de l'armée russe, vous avez ici une dizaine de camions, une quinzaine de camions citernes, une quinzaine de camions qui sont capables de ravitailler les formations, les différentes compagnies, et c'est à peu près tout. Dans un bataillon de l'armée suisse, vous avez un ordre de grandeur 70 camions. Donc vous voyez tout de suite la différence entre les uns et les autres. Ici, vous avez très très peu de capacité de réparation dans le terrain. Donc un véhicule qui serait endommagé, que vous n'arrivez pas à remorquer, vous devez le laisser sur place et le saborder. Vous n'avez pas de véritable moyen de le réparer. Vous pourrez toujours dire que l'armée russe a 15 000 chars en réserve quelque part dans des garages, des granges et de je ne sais quoi. Mais le fait est qu'il n'y a pas véritablement moyen de réparer et de remettre en service du matériel sur place. Pour le dire vite, dans une organisation de type russe, avec cette quinzaine de camions, moi je ne sais pas comment ils font. Quand vous n'avez pas de position GPS de vos différentes sections, de vos différentes unités,
d'aller retrouver dans le terrain, d'aller chercher où se trouvent exactement les compagnies pour aller leur ramener du carburant, ça va être difficile, ça va prendre des heures, ça va être compliqué. On vous donne une position, ce n'est pas forcément la bonne. Vous pouvez chercher vos troupes pendant un certain temps. Hein. Et ça, c'est dans des situations où on n'est pas en train de vous tirer dessus. Donc, dans une situation de conflit, de combat, un bataillon comme celui-ci, c'est 30 tonnes de fuel par jour, 10 tonnes de munitions par jour de combat. Et si vous n'avez pas ce minimum requis de 30 tonnes de diesel et 10 tonnes de munitions, eh bien, vous vous rendez compte que très rapidement, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de munitions, il faut se replier, il faut effectuer un mouvement de retraite, vous êtes pris sous le feu, vous ne pouvez pas riposter. Tout de suite, c'est là encore des alarmes qui commencent à s'allumer sur le tableau de bord. Donc pour toutes ces raisons, il y a des déficiences structurelles dans l'organisation tactique et opérative de l'armée russe, et il faut être conscient de cela, et en particulier sur le plan de la logistique. Les forces russes sont capables d'alimenter logistiquement des unités qui progressent de quelques kilomètres ou de quelques dizaines de kilomètres au-delà des voies de chemin de fer, au-delà des bases dans lesquelles on a vraiment installé des points de ravitaillement en pétrole et ce genre de choses, mais des grandes opérations aéroterrestres comme la Seconde Guerre mondiale, l'armée russe n'est plus en mesure de mener ce type d'opération. Et soit dit en passant, l'armée suisse non plus, soit dit en passant, les autres armées de l'OTAN, eh bien, il y a une limite. Alors moi, je peux vous dire combien de kilomètres un bataillon de chars suisse peut se déplacer avant de combattre, et puis sur quelle profondeur on peut combattre. Ce n'est pas des chiffres qui sont géants, mais certainement ils sont plus importants, ils sont plus élevés que ces forces russes que vous avez ici. Vous avez l'autre problématique, mais ça, je crois que tout le monde a compris la problématique qui se posait à proximité de certaines installations ou infrastructures nucléaires. Autre problématique, les pertes. Alors, j'ai donné les chiffres tout à l'heure. Vous avez ici un tableau qui est de source russe. Alors, on peut en penser ce que l'on veut. En tout cas, les Russes pensent qu'ils ont anéanti entre 30 et 70% du matériel de combat de l'armée ukrainienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas l'objet ici de le dire, mais oui, les pertes, elles sont importantes, et elles sont importantes des deux côtés, ça c'est absolument clair. Et pour certaines unités, entre guillemets, témoins de l'armée russe, où il y a vraiment eu certains experts qui se sont penchés sur l'évolution des pertes, et on arrive à géolocaliser les véhicules détruits, on arrive à des statistiques de 15 à 25% de pertes pour ces unités de l'armée russe. C'est beaucoup, et ça pose la question, est-ce que ces unités seront capables de continuer les opérations militaires pendant les prochains jours ou pendant les prochaines semaines? Vous avez peut-être suivi ou entendu, on parle de 7 généraux russes et 15 colonels de l'armée russe qui ont été tués au combat. C'est un chiffre qui est particulièrement élevé et qui a suscité un certain nombre d'interrogations et de questions. Je pense que l'explication la plus rationnelle, ou les deux explications rationnelles, c'est les déficiences en matière de conduite tactique, et donc la nécessité pour tout le monde de se regrouper en un point pour faire des données d'ordre qui est une nécessité dans l'armée russe aujourd'hui. Et puis la deuxième partie de l'équation, ce sont les drones et toute l'infrastructure de renseignement, et surtout de renseignement électronique, de renseignement aérien de l'OTAN, qui fournit les emplacements très précis pour des tirs de l'armée ukrainienne, et qui a pour résultat le tableau de chasse que vous avez en haut, et qui pose effectivement la question de la continuité de la conduite dans l'armée russe dans certains endroits. Voilà, j'ai bien sûr débordé du temps qui était initialement prévu, mais j'ai vu que personne ne s'est évanoui, et puis les personnes qui voulaient absolument regarder le téléjournal ont pu le faire aussi, ce qui me réjouit. Et puis je suis à votre disposition maintenant. S'il y a des questions, on peut peut-être arrêter la vidéo de manière à ce que tout le monde se sente plus libre de poser ces questions, et je me réjouis d'entendre vos questions.